En Guinée, le président Alpha Condé et le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo ont conclu un accord pour résoudre le contentieux sur les résultats des élections locales du 4 février et mettre fin aux manifestations. L'Afrique du Sud a continué ce mardi à rendre hommage à la mère de la nation Winnie Mandela, décédée hier. Selon l'opposant Julius Malema, le peuple a perdu une combattante intrépide, une géante, une mère de la nation. Et puis en visite d'État en Chine, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été reçu par son homologue chinois. Cette visite devrait lui permettre de convaincre et d'attirer les investisseurs chinois dans son pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo ont conclu lundi un accord pour résoudre le contentieux sur les résultats des élections locales du 4 février dernier afin de mettre fin aux manifestations dans les rues. L'annonce a été faite par les deux parties à l'issue d'une rencontre. Le point à travers cet élément. Lors d'une rencontre lundi au palais présidentiel, le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, sont convenus d'une série de mesures pour désamorcer la tension, notamment par la mise en œuvre de l'accord politique conclu en octobre 2016 entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Je ferai un compte-rendu fidèle de mon entretien avec le président de la République à l'opposition et à nos militants, mais en attendant, j'annonce publiquement ici la levée de toute manifestation et grève prévue par l'opposition, a déclaré Cellou Dalein Diallo à l'issue des discussions. Selon un communiqué de la présidence, les deux dirigeants sont convenus de confier au comité de suivi de l'accord d'octobre 2016 la recherche d'une solution aux différends électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342 du pays, ainsi que la révision des listes pour les prochaines législatives prévues en fin d'année. L'opposition conteste les résultats des élections locales officiellement remportées par le parti au pouvoir. Le chef de l'État a également donné instruction de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels afin de les traduire en justice, selon le communiqué. Condé et Diallo déplorent l'escalade dans les propos et les comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens appelant à la haine et à la division des différentes communautés du pays. Ils appellent à la justice à appliquer la loi dans toute sa rigueur en la matière, selon la même source. Dans un communiqué conjoint le 29 mars, Amnesty International et Human Rights Watch s'étaient inquiétés d'une nouvelle effusion de sang lors de la reprise des manifestations après la pause d'une semaine décrétée par l'opposition pour Pâques, soulignant que depuis les élections locales, au moins 15 personnes ont été tuées dans des affrontements. La Corée du Sud a officiellement mis en garde mardi la République démocratique du Congo contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme coréenne. Elle redoute des conséquences négatives sur les élections du 23 décembre prochain dans ce pays. Élections censées organiser le départ du président Joseph Kabila. Plus de précisions à travers ces images. Séoul estime que l'utilisation de ces machines pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections, notamment le retard additionnel de la tenue des élections, mais aussi le danger de devenir une cible des critiques, écrit l'ambassade coréenne à Kinshasa, soulignant exprimer la position officielle du gouvernement de Corée du Sud dans un courriel envoyé mardi. La Commission électorale nationale indépendante CENI a commencé depuis janvier à importer en RD Congo des machines à voter fabriquées par la société sud-coréenne Miru System, qui n'a pas de bureau ou de représentation en RD Congo. En 2017, des dirigeants de la CENI ont effectué plusieurs déplacements en Corée du Sud pour finaliser ce marché. La CENI estime que ces machines à voter permettent de réduire le temps de vote et la période d'attente de l'annonce des résultats, la fraude électorale, sinon sa suppression, ainsi que le coût global des élections. La machine à voter se présente sous la forme d'un écran tactile. Pour chacune des 3 élections, présidentielles, législatives et provinciales, la photo des candidats apparaît sur l'écran. L'électeur choisit son candidat président, député national et député provincial. À la fin de l'opération, la machine imprime les 3 noms choisis au dos du bulletin de vote que l'électeur va plier et glisser dans l'urne. Le président de la CENI, Corneille Nangaa,
avait indiqué qu'une machine couvrirait le vote de 600 à 700 électeurs. L'opposition congolaise refuse ces machines alors qu'elle s'est finalement ralliée au calendrier électoral prévoyant des élections le 23 décembre 2018, 2 ans après la fin officielle du dernier mandat du président Kabila. La CENI est en affaire avec une firme coréenne, pas le gouvernement coréen. Je sais qu'il y aura d'autres attaques de ce genre, mais cela ne nous ébranlera pas dans notre détermination à tenir des élections telles que voulues par le peuple congolais et non en suivant le dictat des étrangers, a déclaré Corneille Nangaa, président de la CENI. En bref, les hommages à Winnie Mandela, décédé hier à l'âge de 81 ans, se sont poursuivis ce mardi en Afrique du Sud. Pour la deuxième journée consécutive, célébrités et anonymes se sont succédés devant sa modeste maison en briques rouges du township noir de Soweto pour présenter leurs condoléances. L'opposant de la gauche radicale Julius Malema était également présent, escorté de centaines de militants aux couleurs rouges de son parti, les combattants pour la liberté économique. Selon lui, le peuple sud-africain a perdu une combattante intrépide, une géante, une mère de la nation. On l'écoute. Nous avons perdu une combattante intrépide, une géante, une mère de la nation, un titre qui lui a été attribué par le peuple sud-africain. Winnie Mandela est la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. Winnie Mandela, c'est la présidente que nous n'avons jamais eue, à qui on a refusé la présidence parce qu'elle était une femme, et une femme africaine en l'occurrence. Nous avons échoué à la défendre alors qu'elle était en vie. C'est désormais notre devoir de la défendre avant ses funérailles et donner tout ce qu'on a pour la défendre. Je l'annonçais en titre, en visite d'État en Chine, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été reçu ce mardi par son homologue chinois Xi Jinping. Cette visite, entamée depuis lundi à Pékin et qui doit se poursuivre jusqu'au vendredi prochain, devrait permettre au chef de l'État de convaincre et d'attirer les investisseurs chinois dans son pays. Les images. Première visite officielle d'Emmerson Mnangagwa en Chine depuis sa prise de fonction à la tête du Zimbabwe. Cette visite a plusieurs objectifs. Elle sera avant tout une occasion pour le président zimbabwéen de remercier la Chine pour avoir soutenu le Zimbabwe pendant les durs moments où l'Occident imposait des sanctions. Elle vise également à reconsolider les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays. Mnangagwa, qui avait suivi une formation militaire en Chine à l'époque où il était un jeune combattant indépendantiste, sera reçu au monumental palais du peuple à Pékin. Arrivé lundi dans le pays, il y restera jusqu'à vendredi prochain. Longtemps été l'une des plus ferventes alliées de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe sur la scène internationale et un partenaire commercial majeur du Zimbabwe, la Chine est accusée d'être impliquée dans la transition politique au Zimbabwe. Une accusation réfutée par les autorités chinoises. Les relations entre les deux pays datent des années 1960, lorsque Pékin fournissait armes et formations aux combattants indépendantistes. En Sierra Leone, les candidats au second tour de l'élection présidentielle et leurs partisans sont dans l'attente des résultats du scrutin de samedi dernier. Selon la Commission électorale nationale, ils devraient être rendus publics d'ici à jeudi. Reportage. Plus que quelques heures et les Sierra-Léonais connaîtront le nom de leurs nouveaux dirigeants. En attendant le jour fatidique, jeudi, partisans et candidats en lice au second tour de l'élection présidentielle restent sereins. Je suis un démocrate et j'ai un fort esprit de compétition. Vous savez ce que j'ai fait en 2012. Et si l'élection est libre et juste et que le dépouillement est transparent et honnête, nous accepterons le résultat. Nous avons confiance en la commission électorale pour qu'elle fasse ce qui est juste pour les gens de ce pays. Les résultats de l'élection présidentielle en Sierra Leone sont attendus d'ici à jeudi, soit avec un retard de quelques jours dû à des désaccords entre les candidats sur la méthode de dépouillement. Lundi, les deux finalistes, après des heures de négociation en présence des observateurs internationaux, sont parvenus à un compromis et le dépouillement a pu reprendre.
Au premier tour, le 7 mars dernier, le candidat de l'opposition, l'ancien militaire Julius Madabio, avait remporté 43,3% des suffrages, soit une avance de 15 000 voix sur Samora Camara, homme lige du président sortant Ernest Bailly Koroma et candidat du parti au pouvoir, qui avait remporté 42,7% des suffrages. En bref, 5 soldats camerounais ont été tués au cours d'une attaque non revendiquée contre un poste militaire dans l'extrême nord du pays. L'armée camerounaise se bat contre le groupe islamiste Boko Haram dans cette partie du pays. Les 5 militaires, dont un officier, ont été tués lundi soir près de Fotokol. 3 autres militaires ont été blessés. Le groupe Boko Haram, faut-il le préciser, mène souvent ses attaques dans le nord du Cameroun, mais aussi au Niger et au Tchad, dans des zones frontalières du lac Tchad. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Niger où l'opération Ville morte du lundi 2 avril a été très peu suivie. La plupart des commerces étaient ouverts à l'exception de quelques boutiques du grand marché de Niamey. Le constat a été fait par notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Ila Atimi, le président du syndicat national des commerçants du Niger, en visite dans certains marchés de la capitale. Objectif de cette tournée en compagnie de ses collaborateurs, voir si le mot d'ordre de ville morte de la société civile a été suivi ou si c'est son appel au boycott qui a eu un succès. Dans la plupart des marchés, les commerces ont fonctionné malgré que ce soit un jour férié, à la grande satisfaction du premier responsable du syndicat des commerçants. Tout le monde a ouvert leur boutique, tout le monde sont en train de faire leur travail comme il faut. Donc Dieu merci, on remercie le bon Dieu, on remercie tout l'ensemble de commerçants des capitales et tout l'ensemble des commerçants du Niger pour avoir accepté mon mot d'ordre d'ouvrir leur boutique, de faire leur travail comme d'habitude. Au grand marché de Niamey, certaines boutiques sont restées fermées toute la journée, alors que d'autres ont ouvert. Cependant, le cadre d'action citoyenne tire un bilan satisfaisant et minimise le boycott. L'essence de notre manifestation est pacifique. Il est pacifique. Maintenant, c'est pour cela que nous disons très largement suivi. C'est-à-dire qu'il y a quoi qu'on fasse, il y a toujours des personnes qui seront récalcitrantes. Et c'est leur droit. On ne peut pas les empêcher d'évacuer à leurs activités. Mais ce qui est certain, aujourd'hui, la majorité a suivi. Dans la ville, la circulation a été timide. Le transport en commun a partiellement respecté le mot d'ordre de ville morte. Les stations-service ont fonctionné toute la journée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.